Écoutons un extrait du livre d'Alain Juppé intitulé Je ne mangerai plus de cerises en hiver, sorti chez Plon en 2009, où il raconte la période, l'événement de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les temps devenaient durs. Je ne me sentais pas découragé, mais très calmement, je fis le point en moi-même. Ma présence à la tête du gouvernement ne devenait-elle pas un fardeau pour toute la majorité? Les élections législatives se profilaient à l'horizon du printemps 1998 et l'échéance commençait à tourmenter les députés. Le moment n'était-il pas venu de changer de cheval pour relancer une dynamique de victoire? J'allai trouver le président et remis ma charge à sa disposition. Chirac balaya mes arguments et m'invita à me remettre au travail. Voulait-il muser jusqu'au bout comme me le susurrait Sarkozy? Peut-être, mais il avait aussi confiance en moi. L'harmonie régnait entre l'Élysée et Matignon comme rarement. Les équipes s'entendaient bien et aucun ne craignait un coup fourré de l'autre. Maurice Gourdeau-Montagne, qui dirigeait avec talent mon cabinet, et Dominique de Villepin au secrétariat général de la présidence se téléphonaient toutes les 5 minutes. Vieux routier du monde politique, Chirac savait qu'il aurait bien du mal à reconstituer, avec qui que ce soit d'autre, pareil tandem. Et puis au fond de lui-même, comme il me l'avait dit dès le départ, il souhaitait conserver longtemps le même Premier ministre, peut-être même tout au long du septennat. La longévité pompidolienne lui servait de référence. Je rentrai donc à Matignon et fis voter mon budget 1997. Mais la question demeurait pendante, et c'est ainsi que peu à peu je vis émerger l'idée d'anticiper les échéances. Qui le premier parmi nous prononça le mot de dissolution? Maintenant que nous connaissons tous la fin de l'histoire, il y a peu de chances de découvrir l'inventeur. Le débat resta longtemps discret, voire secret. Maurice Gourdeau-Montagne me fit confidence de ses conciliabules avec Dominique de Villepin. Dans les premières semaines de 1997, je m'en ouvris à Chirac, que je sentis fort prudent, pour ne pas dire tout à fait réticent. Mais sans en rien laisser paraître, il commença à actionner ses réseaux et à questionner ici ou là, sans doute en Corrèze, loin du microcosme. De mon côté, je lançai quelques ballons d'essai, j'hésitais. Les retours furent dans l'ensemble positifs. Les parlementaires qui, d'habitude, sont peu pressés de retourner devant les électeurs, parurent séduits par la manœuvre et l'effet de surprise. La rumeur enfla. Il est juste de rappeler que certains manifestèrent une opposition résolue. Bernard Pons, par exemple, ou Philippe Séguin. Beaucoup moins que tous ne le prétendent aujourd'hui. J'allai voir Giscard rue de Bénouville. Il commença par me reprocher de l'avoir tout au long des derniers mois négligé. Il était pourtant le seul à pouvoir réussir le passage à l'euro. Je compris un peu tard, je l'avoue, que si je lui avais proposé Bercy, il serait entré avec empressement dans mon gouvernement. Cette dissolution, me dit-il, n'est pas une bonne idée. Le président aurait dû changer de Premier ministre. J'encaissai l'uppercut sans broncher et lui fis remarquer que j'avais proposé ma démission. Cela dit, vous allez gagner, ajouta-t-il, plein d'assurance. Vous aurez une trentaine de sièges de majorité et vous pourrez enfin gouverner. De fait, les sondages nous donnaient gagnants. À la lumière des résultats, beaucoup s'imaginent que nous sommes allés à l'abattoir en toute connaissance de cause. Par aveuglement ou stupidité. Non, nous pensions gagner. Et nous n'étions pas les seuls. L'opposition elle-même ne croyait pas dans ses propres chances. Plus tard, Dominique Strauss-Kahn se serait justifié d'avoir laissé inscrire les 35 heures dans le programme électoral du Parti socialiste parce qu'il pensait que ce programme ne serait jamais appliqué. Je finis par me laisser convaincre. Et je me bâtis même un discours tonique. La France doit achever de se qualifier pour l'euro. Nous avons déjà franchi beaucoup de haies. Il nous reste à sauter les toutes dernières. C'est possible si nous rassemblons toute notre énergie. Tel est le sens de ce scrutin, mobiliser la nation pour donner à l'Europe une impulsion décisive. C'est l'intérêt de la France et des Français. Chirac prit sa décision et nous partîmes au combat. Nous, enfin je,
Très vite, je me retrouvai seul en première ligne. À l'Élysée, on commença par prendre ses distances avec le message que je voulais faire passer. On m'objecta que l'Europe n'était guère populaire dans l'opinion et que, moins on en parlait, mieux on se portait. Mais alors qu'avions-nous à proposer, sinon un vague nouvel élan dont on ne comprenait ni la cause ni l'effet? Et puis mon leadership était loin d'enthousiasmer la majorité parlementaire qui menait campagne circonscription par circonscription. On me le fit comprendre. Certes, on m'accompagnait dans mes tournées provinciales. J'ai le souvenir d'un meeting sympathique à Strasbourg avec François Bayrou, qui se prolongea par une copieuse choucroute chez Yvonne. Mais le cœur n'y était pas. Les résultats du premier tour firent sur nous l'effet d'une douche froide. Je comparus à la table des dignitaires de la majorité. Pas un ne manquait, et tous tiraient une tête d'enterrement. L'ambiance ne se réchauffa qu'au moment où j'annonçai mon intention de quitter Matignon, quoi qu'il arrive, au lendemain du deuxième tour, c'est-à-dire aussi en cas d'improbable victoire. Ouf! Mon esprit de sacrifice fut apprécié. Seuls Chirac et Villepin continuaient à me susurrer que rien n'était perdu. Leur prédiction ne se réalisa pas. L'échec fut cuisant, même si RPR et UDF ensemble conservèrent un peu plus de 250 sièges, dont la deuxième circonscription de la Gironde, ce qui me mit du baume au cœur. Les triangulaires organisés au deuxième tour par le Front National, qui se maintint chaque fois qu'il le put, et la sanction infligée par les médecins nous furent fatales. Ces derniers me firent payer l'addition du plan Juppé. Le premier ne me pardonna jamais d'avoir dénoncé avec intransigeance le caractère raciste, antisémite et xénophobe de ses idées. La défaite est orpheline. Je remis naturellement ma démission au président de la République, qui nomma à Matignon le vainqueur du scrutin, Lionel Jospin.